Bonjour Margot, Bonjour Louise. bienvenue sur InPower. Merci. Je suis très contente de t'accueillir. On avait fait un épisode, je te disais, avec un super aussi médecin, sexologue. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que toi, tu abordais vraiment les questions de manière pratique et sans jugement. Enfin, voilà, c'est vraiment fait avec bienveillance. Et je pense qu'on est encore beaucoup à se poser des questions sur notre sexualité, sur notre rapport aux autres. Ce que j'ai pas mal aussi trouvé dans ton livre, donc du coup, Les 5 langages sexuels, ton dernier livre, c'est le côté, c'est pas, et je crois même que tu me l'as mis en dédicace, c'est pas nous le problème. C'est pas nous le problème tout simplement, et malheureusement c'est comme ça que la société a tendance à nous le faire croire. Donc on va parler de tout ça, mais d'abord, écoute, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Tout à fait. Donc moi je suis sexothérapeute. Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que j'accompagne des couples, des célibataires, et vraiment ma philosophie, c'est retrouver la joie dans l'intimité, dans la sexualité. Je suis pas là pour résoudre des problèmes. Je suis là pour, ou même dépasser. Souvent les gens ils arrivent en me disant « Ah mais j'ai un blocage, j'ai un problème, je voudrais me libérer du problème. » Je dis « Ok. » Et après, s'il n'y avait plus de problème, tu voudrais quoi? Je pense qu'on met nos attentes tellement basses qu'en fait, on se tire un peu une balle dans le pied dans le processus. Et donc vraiment, ma philosophie, c'est trouver la joie dans l'intimité. Pas juste vivre une sexualité où j'ai pas de douleur, vivre une sexualité qui me remplit de l'intérieur, qui me nourrit, qui me fait vibrer, qui me rapproche de l'autre, de moi-même. C'est vraiment ça que je fais et qui manque énormément, je trouve, du discours autour de la sexualité. Comment est-ce que toi, t'as construit d'abord ton rapport à la sexualité? Très bonne question. J'ai eu la chance, je pense, de découvrir, quand j'avais 19 ans, j'étais en échange universitaire en Californie, à Berkeley. Ah, et moi là-bas, aussi. j'ai découvert... Toi aussi? Ouais. Ah, trop bien. Et je suis restée un peu plus longtemps parce que j'ai tellement adoré. Et je suis restée à San Francisco et là-bas, j'ai découvert le yoga, la méditation, la sexualité en pleine conscience, enfin vraiment toute une culture différente autour de la sexualité. J'avais 19 ans et à l'époque, bon, j'étais jeune, mais j'avais déjà eu plusieurs partenaires sexuels et je pensais que j'étais libre dans ma sexualité, je pensais que j'aimais la sexualité, je pensais que tout allait bien, parce que j'en parlais facilement, parce que j'avais des orgasmes assez facilement et parce que quand j'en parlais avec mes copines, ça avait pas forcément l'air d'être plus rose de leur côté. Du coup, je me disais, bon, certes, j'ai des infections vaginales à répétition. Certes, parfois je me sens vide après un rapport sexuel. Certes, parfois je m'arrête en pleurant au milieu d'un rapport sexuel et j'essaie de me rhabiller et je me pars. Mais bon, c'est pas, enfin, ça arrive, c'est pas grave. Et en fait, quand j'ai découvert à 19 ans la sexualité en pleine conscience, ça m'a fait un électrochoc. Je me suis dit, waouh, en fait, tous ces petits trucs que je pensais être acceptables, être normal, en fait, ça allait pas du tout. Je me suis rendu compte que je savais pas dire non. Je me suis rendu compte que j'étais incapable d'exprimer un désir. Tu sais, t'es là en train d'embrasser ton partenaire et tu te dis « Mais pourquoi tu me fourres ta langue dans la bouche ?» Et tu ne sais pas comment lui dire d'arrêter de mettre sa langue dans ta bouche. Et je me suis revue dans tellement de situations à « Non, mais en fait, je peux pas dire. » Et donc vraiment, je pense que j'ai eu cette chance de découvrir ça jeune. Ouais. Et du coup, en fait, ça a été évident pour moi qu'il fallait que je transmette ça aux autres. Donc, j'ai commencé à ce moment-là ma formation pour devenir sexothérapeute. Quelles sont les découvertes les plus profondes et puissantes que tu as vécues en découvrant la sexualité de pleine conscience? Qu'il n'y a pas un seul chemin de la sexualité. Et c'est justement ça dont on va parler aujourd'hui, les 5 langages sexuels. Le truc, c'est que notre société nous surreprésente une approche. En fait, globalement, que ça soit du film romantique au film porno, le script est le même. C'est on se regarde passionnément, on se saute dessus, on se déshabille, 2-3 préliminaires, mais rapides quand même, faudrait pas prendre trop de temps, on se pénètre, orgasme et fin. C'est partout pareil, on peut varier un peu les pratiques, mais sinon, il y a vraiment cette idée que le désir, ça doit être spontané, ça doit te tomber dessus, ça doit être passionné.
Et en fait, il y a plein d'autres chemins de la sexualité. Je pense que c'est vraiment le truc le plus important. Parce qu'aujourd'hui, en tant que sexothérapeute, je reçois tous les jours à mon cabinet des personnes qui viennent me voir en me disant « Margot, j'ai l'impression d'avoir un blocage. Margot, je suis anormale. J'ai un problème de désir. C'est moi qui suis dysfonctionnelle. C'est ma faute. » En fait, c'est normal. Si on regarde une seule représentation de la sexualité en se disant « Mais moi, ça me convient pas », c'est juste logique de ne pas avoir de désir. C'est pas un problème de désir, c'est pas qu'on a un blocage. C'est juste que cette vision unique, stéréotypée au possible, elle nous coupe de notre créativité, en fait. Et c'est vrai qu'il y a vraiment, je pense, un conditionnement et beaucoup d'idées reçues autour de ce que doit être la sexualité. Et c'est vrai que le désir, dans mon inconscient, je l'associe à la libido, et c'est un peu ce truc de tu l'as ou tu l'as pas. T'as de la libido en ce moment, t'en as pas, genre comme si c'était un truc qui te tombait dessus. Exactement, qu'il c'est fallait magique. accueillir, et puis si tu l'as, tant mieux, si tu l'as pas, tant pis. Ouais. Et tu expliques beaucoup dans ton livre et sur tes réseaux que finalement, le désir, ça se crée. Ouais. Le désir, c'est pas, ça ne tombe pas dessus, quoi, ça se crée. Comment est-ce que les personnes qui nous écoutent pourraient savoir comment activer leur désir? Parce que finalement, on ne nous l'apprend pas. Tout à fait. Alors, 2 choses. Première chose, différencier entre désir et excitation. L'excitation, c'est la réaction physiologique du corps. C'est genre, tu penses à un croissant, tu salives. Ça, c'est le désir. Regarde. Oh Un vase croissant. Et je t'ai vu manger des énormes croissants, donc j'ai Certes. choisi mon analogie. Tu penses à un croissant, tu salives. La salivation, c'est l'excitation. Le désir, c'est tu penses à un croissant. C'est pas la même chose. Le désir, c'est le mouvement de la pensée. Donc pour moi, dans les 5 langages sexuels, le désir, c'est le langage mental. L'excitation, c'est le langage physique. Pour pouvoir activer notre désir et pas que ça attendre que par magie, ça nous tombe dessus, on a besoin de se poser la question, moi, qu'est-ce qui active mon désir? Plutôt que d'essayer de forcer à faire en sorte que mon désir colle à la norme, réponde à ce que je pense que je suis censée désirer. C'est un peu comme s'il n'y avait qu'un parfum de glace, la vanille. Et en fait, toi, t'es pas trop fan de la vanille. Et je dis, mais Louise, t'as un petit problème là de désir de glace. Tu n'aimes pas la vanille? Alors que peut-être toi, en fait, ce que tu aimes, c'est même pas la glace, c'est le fondant au chocolat. Donc c'est identifier quel est ton langage. J'appelle ça porte-entrée. J'aime pas l'idée qu'on pourrait se définir par un langage sexuel ou un autre, parce qu'en fait, on a besoin des 5. Juste rapidement, les 5, c'est mental, émotionnel, sensuel, physique et énergétique. C'est les 5 piliers, en fait, de l'expérience sexuelle qui nous permettent de vivre la plénitude de l'expérience sexuelle. Comment tu les as identifiés? En écoutant les gens qui viennent me voir. Avec, par exemple, le fameux « moi, j'ai besoin de connexion émotionnelle pour avoir envie de sexualité et moi, j'ai envie de sexualité pour me sentir émotionnellement connectée ». On entend des personnes qui me disent « mais moi, j'ai besoin qu'ils prennent plus de temps, j'ai besoin qu'on éveille mon corps », langage sensuel. Des personnes qui me disent « non mais attends, si la to-do list, elle n'est pas finie, Louise, mais… » Comment tu veux que mon cerveau lâche? Je ne vois pas du tout. Comment tu veux, si j'ai la charge mentale, si on n'a pas communiqué, si c'est pas clair les attentes, mais pour moi, c'est pas possible. Langage mental. Ou des personnes qui me disent, mais quand il me touche, c'est trop rapide pour moi, je me sens envahie, j'aurais besoin de sentir qu'on est sur la même longueur d'onde, j'aurais besoin qu'on se synchronise. On va pas le dire forcément avec ces mots, mais langage énergétique. En fait, on a des besoins différents. Et du coup, j'ai écouté. Écouté ce que les personnes me disaient. Et puis, synthétiser en se rendant compte que finalement, il y a plein de choses différentes qui peuvent se regrouper dans différentes catégories. Et puis aussi, j'ai réfléchi à, dans la sexualité, on a besoin de quoi? Et il se passe quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vraiment faire l'amour sans qu'il y ait tout le temps notre cerveau qui... Ah, là, il faut faire ça, maintenant je fais ça, est-ce que j'ai éteint le four? Non, notre cerveau, il sera toujours là. Il y aura toujours une dimension de mental qui est utile. Le mental, il a mauvaise réputation dans notre société. On te dit, lâche prise, coupe ton mental. Pire conseil qu'on n'a jamais donné à quiconque dans la sexualité, d'essayer de lâcher prise. Non. En fait, le mental, c'est le langage du consentement,
C'est le langage qui nous permet d'interroger nos désirs, nos besoins, de les communiquer à l'autre. Est-ce qu'on peut faire l'amour sans émotionnel? Non. On peut faire l'amour sans... Enfin, on peut avoir un rapport sexuel sans amour. Ça, c'est sûr. Mais en fait, dans notre cœur, il va toujours se passer un truc. Est-ce que là, je suis assez désirée? Qu'est-ce que ça me fait sentir? Ah, ça me fait me sentir être importante? Ou au contraire, j'ai l'impression d'être un objet? Enfin, émotionnellement, de toute manière, il se passe des choses. Est-ce qu'il y a des langages ou on va dire, des comportements, attitudes, idéaux liés à la sexualité qu'on aurait tendance à inclure dans des langages sexuels et qui au final n'y sont pas? Tu vois, est-ce que toi, quand tu as théorisé ces 5 langages, tu t'es rendu compte que, en fait, il y en avait certains ou qu'il y avait certains comportements qu'on performait en pensant que c'était une manière d'exprimer notre désir et qu'en fait, on faisait fausse route? Ouais, je pense que c'est là où on se prend beaucoup au piège. On se dit, je suis censée faire ça. Genre, exprimer du désir, c'est sauter sur mon partenaire, c'est... J'ai plein de personnes qui vont me dire, mais souvent, pendant un rapport sexuel, je pense à ce que je suis en train de faire, si je fais assez bien, enfin, je rentre dans ma tête, j'essaie d'analyser, en essayant de faire bien, plutôt que d'en écoutant ce qui est vraiment là, à l'instant. Je sais pas si ça répond exactement à ta question. Ouais, en fait, c'est plus que... Au final, il y a pas tel... Enfin, ce que je trouve assez fort, c'est de réfléchir à l'idée de ce qui doit être et ce qui ne doit pas être. Et j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas lieu d'être de cette dichotomie. Sauf que, et c'est peut-être aussi le problème du fait d'associer la sexualité à une performance, je pense qu'on a toutes et tous déjà eu le conseil de « Oh, mais voilà, en effet, lâche prise, écoute-toi, fais ce que tu veux. » Mais parfois, c'est même plus paralysant qu'autre chose, parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu... qui ont un peu de mal avec ça, parce qu'ils se disent « Mais j'ai peur de mal faire. » Tu leur dis quoi à ces personnes? Ouais, je pense qu'aujourd'hui, il y a effectivement vraiment presque une injonction à être libre sexuellement et du coup tester toutes les positions, faire plein de trucs, mais c'est pas la même chose que vraiment s'écouter. J'ai choisi le mot langage parce qu'un langage, c'est une série de compétences. Genre parler français, ça t'est pas venu par magie. Ou parler anglais, tu l'as appris. Et pour parler un langage, on a besoin de conjugaison, d'orthographe, de grammaire, de syntaxe, enfin toute une série de compétences. Tu peux pas aujourd'hui t'improviser, dire maintenant je parle japonais. Juste parce que ta pote, elle t'a dit Louise, parle japonais. Tu vas voir, tu vas kiffer. Enfin en fait, c'est... Je pense un des problèmes aujourd'hui, que nos attentes ont grandi. Et ça, c'est une bonne chose. Mais nos compétences n'ont pas forcément suivi. Parce que dans la sexualité, on se dit que ça devrait être inné, ça devrait être spontané, et que si c'est pas spontané et naturel, c'est qu'il y a un problème. Mais en fait, à la limite, la reproduction, mettre un pénis dans un vagin, bon, il n'y a pas besoin d'être un astrophysicien pour pouvoir faire ça. Mais l'art de jouir, l'art de l'intimité, l'art de savoir identifier, exprimer ses désirs, ses besoins, ses limites, l'art de sentir son corps, ses sensations, de suivre son intuition, ça se cultive en fait. C'est des compétences. Ouais. Mais comment... tu recouvres un peu finalement ce terme, ces compétences plutôt derrière le terme d'intelligence intime. Je trouve très intéressant parce qu'on connaît l'intelligence, on connaît l'intelligence émotionnelle. Ouais. L'intelligence intime, ça nous évoque moins d'images. Qu'est-ce que c'est pour toi et comment est-ce qu'on peut devenir plus intelligent intimement? Le titre de mon autre livre, lire mon livre par exemple. En fait, c'est s'informer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment imaginer ce qu'il peut y avoir tant qu'on n'a pas appris. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre société ne l'apprend pas, nous ne l'apprend pas. Et donc, on a besoin d'aller chercher les informations. D'aller dire, ah oui, tiens, je peux faire ça comme ça, ou je peux faire ça comme ça. Et ça, je pense que tu le vois aussi énormément dans ton métier. Tu modélises quelque chose, et là, tu as des centaines de personnes qui t'écrivent « Ah, mais Louise, ça m'a tellement parlé depuis que je t'ai vue faire ça dans cette vidéo, moi aussi, je m'autorise à le faire. » Et c'est vraiment ça, en fait. C'est quand j'ai l'information, j'ai la permission. Je peux me l'approprier. Et après, décider si ça me correspond pas, voir ce que je vais en faire différemment, comment je vais le changer. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a
une version de la sexualité. Une des métaphores que j'aime beaucoup, que j'utilise dans le livre Les 5 langages justement, c'est de dire que le mot sexe, il est aussi précis que le mot sport. Dans sport, t'as la boxe, la natation, le yoga, la course à pied en forêt, et c'est des expériences très différentes. Moi j'aime le yoga, j'aime pas la boxe. Ça veut pas dire que je n'aime pas le sport. Mais dans la sexualité, comme on a l'idée que... D'ailleurs, on se pose pas la question... Tu vois, ta copine, si tu veux faire du sport avec toi, elle ne veut pas te dire « Louise, est-ce que tu veux faire du sport ?» Tu te dis « Louise, est-ce que tu veux aller faire une rando ? Est-ce que tu veux aller à la salle ? Est-ce que... » Alors que si ton partenaire te demande un moment intime, il va te dire « Est-ce que tu veux faire l'amour ?» Pas plus de précision. Genre, c'est déjà écrit dans nos cerveaux exactement ce qui va se passer et donc on n'a pas besoin d'en parler. Et c'est là le problème. En fait, comme on a cette idée tellement stéréotypée de ce qui va se passer, qui est une mauvaise représentation. Genre, aujourd'hui, toutes les représentations, c'est principalement ce que j'appelle le langage physique, mais des mauvaises représentations du langage physique. Et du coup, c'est limitant. Mais ce que je trouve compliqué si on suit cette théorie, c'est que on n'a pas forcément l'occasion de tester et le yoga, et la boxe, et la course à pied, et la rando. Donc, comment savoir si c'est ce qui nous plaît et comment avoir accès, sinon, à cette information ? Et pourquoi pas tester ? Mais alors, si on est vraiment concret, là, si on est concret, ça voudrait dire, par exemple, si je suis célibataire, là, de me dire, tiens, je vais me trouver quelqu'un avec qui tester le yoga du sexe. Tu vois, j'aurais un peu de mal à... Et je sais même pas ce que c'est le yoga du sexe par rapport à la boxe du sexe, ouais, tu vois. Donc... Tout à fait. Et c'est pour ça. Et dans le livre Les 5 langages sexuels, je donne plein d'exemples à la fin de chaque chapitre. Je donne une quinzaine de... Voici des pratiques qu'on peut essayer qui va nourrir ce langage. Donc des idées, il y en a plein, mais même si on est célibataire, ça peut être quand je me masturbe, est-ce que j'attrape direct mon vibro, je vais direct sur le clito sans même toucher ? Ou est-ce que peut-être j'aurais envie aujourd'hui de développer un peu le langage sensuel et je vais laisser le vibro de côté et puis je vais caresser mon corps. Et aujourd'hui, pendant 15 minutes, je vais même pas toucher ma vulve. Je vais juste explorer la sensation de mes doigts sur ma peau. En fait, ça peut être simple. Je pense que c'est un autre des pièges de la sexualité aujourd'hui. On a l'impression qu'une sexualité libérée, c'est un truc de fou. Il faut que ça soit flashy, il faut que le sexe, ça soit sexy. Et moi, je dis, le sexe, ça n'a pas besoin d'être sexy. Pourtant, la racine étymologique est la même. Ouais, mais pour moi, c'est un détournement. D'accord. En fait, le sexe, mais vraiment, si tu y penses, le sexe, on est à poil, il y a des fluides corporels, parfois il y a un pet qui s'échappe au mauvais moment, enfin, tu fais des expressions bizarres avec ton visage. On n'est pas forcément maquillé, et puis justement, peut-être que tu pleures de joie, et du coup, ton maquillage, il coule, et du coup, t'as les cheveux tout comme ça. C'est pas sexy. Mais c'est bon, c'est riche, c'est intime, c'est vulnérable, c'est nourrissant. Et comment, du coup, comment les patients, les patientes que tu accompagnes arrivent à comprendre finalement d'où vient la source du problème, même si je sais que tu remets en question ce terme de problème, en tout cas, ce prétendu problème qu'ils ont l'impression d'avoir avec leur partenaire. Comment on peut se rendre compte qu'en fait, c'est pas juste qu'on manque de désir pour l'autre, mais c'est que... on ne l'exprime pas de la même manière et que du coup, il faut apprendre à connaître aussi la façon d'exprimer le désir de l'autre. Le nombre de personnes qui m'ont dit « mais ça me fait un bien fou quand j'ai lu ton livre et que j'ai découvert qu'en fait, mon langage porte d'entrée, c'est l'énergétique », de réaliser que d'avoir lu une page où ça aurait pu être moi qui dis ces mots. Ça fait quelque chose où... Tout à l'heure, on parlait du sentiment d'être normal, pas être normal. C'est en fait, je savais même pas que c'était normal. Je savais même pas qu'il y avait d'autres personnes qui vivaient ça avec moi. Et donc déjà, c'est légitime en fait. Pour moi, une des choses les plus importantes que ce livre fait, c'est tu as le droit de désirer ce que toi, tu désires. Et du coup, on shift le regard. Plutôt que de dire j'ai un problème, dire non, en fait, je désire quelque chose de différent de ce que la société m'a enseigné à désirer. Et j'ai le droit, en fait. Et ce j'ai le droit, parce que c'est normal et parce que c'est légitime, il change tout. Et en fait, en une session ou quelques sessions, on change de position intérieure. Entre j'ai un problème à j'ai envie de quelque chose de plus riche.
Et si on prend par exemple une de tes patientes qui t'aurait dit ça, qu'est-ce qui se passe entre 2 séances? Qu'est-ce qu'elle va écouter? Qu'est-ce qu'elle va observer? Qu'est-ce qu'elle va changer pour identifier ce qui lui fait vraiment du bien? Tu vois, imagine, moi, je viens de voir et je te dis, voilà, j'ai un problème avec mon copain. Je n'ai pas de copain, disclaimer, ceci était fictif. Mais, en fait, voilà, on n'a pas du tout envie de faire l'amour en même temps. On n'aime pas le faire de la même manière. Et en fait, je pense que je l'aime, mais je pense que c'est foutu, quoi. Je pense qu'il faut qu'on se sépare. La fameuse question de l'incompatibilité dans le couple. Alors, il y a 2 choses. Soit on écoute juste de soi à soi. Si on est en couple et qu'on explore à 2, ça demande d'apprendre le langage de l'autre. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas juste le langage de l'autre et on a chacun notre langage et on tire chacun de notre côté. En fait, pour l'instant, c'est ça qui se passe. Mais de réaliser que, non, en fait, de toute manière, on a tous les 2 besoin des 5 langages pour pouvoir nous épanouir et nous épanouir à long terme dans notre sexualité. Du coup, ça nous remet un peu dans la même équipe. Dire, ok, on n'a pas un problème. On parle juste pas le même langage. On a juste du mal à se comprendre. Et si on pouvait commencer à répondre un peu davantage aux besoins de chacun? Et en fait, ça nous remet dans la même équipe. Ouais. Et donc, c'est vraiment changer l'idée qu'on est incompatible. Et passer à l'idée que juste on n'a pas encore un langage commun. Mais qu'un langage, ça s'apprend. Et souvent, je partage la métaphore de, vraiment, imagine 2 personnes se rencontrent et y en a un qui est japonais et l'autre, elle est italienne. Et en fait, ils ne parlent pas anglais, mais tu sens qu'il y a une attirance, qu'il y a quelque chose. Rien ne les empêche d'apprendre le langage l'un de l'autre. Et justement, dans un couple multiculturel, où on a appris le langage de l'autre, on a tout gagné parce que du coup, on est devenu bilingue, peut-être même trilingue. Exceptionnel. Et donc, c'est plutôt que de voir les différences de l'autre comme un obstacle, de les voir comme quelque chose qui nous invite à apprendre, à grandir et à découvrir ensemble. C'est vraiment voir la richesse. Ça demande de savoir qu'il y a d'autres approches, parce que le grand problème, c'est comme notre société nous surreprésente le langage physique, très souvent, ce que j'entends, c'est quelqu'un, si leur langage porte d'entrée, c'est physique, donc l'excitation, toucher les parties génitales, aller vite, on se saute dessus, ce qui peut être très chouette. Cette personne va dire, mais moi, j'ai pas de problème de désir, c'est elle qui a un problème, parce que moi, ça fonctionne très bien. Et donc, en fait, c'est juste changer de perspective et dire, c'est pas qu'elle a un problème, ou qu'il a un problème, c'est qu'on a juste des approches différentes, et les 2 sont valides. Et c'est vraiment, en fait, avant d'aller dans le concret, et dans le livre, je propose plein de solutions, on pourra en parler aussi un petit peu de comment faire concrètement, mais avant d'essayer de mettre quelque chose en place, changer de position. On fait équipe. On a envie de se comprendre. On a envie de se rendre heureux mutuellement. Pour l'instant, on ne sait pas encore exactement comment faire. Mais en fait, on va le trouver, parce qu'on fait équipe. Ça pose la question si un couple, du coup, décide d'apprendre ce nouveau langage commun, de jusqu'à où on est prêt à aller pour faire plaisir à l'autre. Et ça, je trouve que c'est une vraie question, parce que on grandit dans l'imaginaire, notamment les femmes, de vraiment donner, parfois, on peut les faire culpabiliser de ne pas vouloir faire telle ou telle pratique. Donc du coup, certaines, peut-être que même en lisant tout bouquin, elles vont se dire, ok, en fait, le langage, un des langages les plus forts pour mon compagnon, c'est ça. Moi, j'aime pas, mais tant pis, je vais le faire pour lui faire plaisir. Je trouve que c'est très difficile, finalement, à évaluer, voilà. Où se situe la frontière, où se situe la limite? Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus proche qu'on imagine. En t'entendant parler, j'avais juste envie de dire non, 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 non. Ce n'est pas du tout, c'est à aucun moment. Mais alors, à aucun moment, je ne fais quoi que ce soit pour faire plaisir à l'autre. Souvent, on fait pour faire plaisir, avec l'idée que ça va nous rapprocher. En fait, systématiquement, ça nous éloigne. L'idée, c'est pas
de dire ah mon partenaire, son langage préféré c'est ça, donc je vais faire un petit effort pour lui faire plaisir. Absolument pas. Ça c'est la meilleure recette pour s'assurer de tuer, étrangler, censurer son désir. Non. Par contre, ce qu'on peut faire c'est imagine c'est le langage physique. Imagine on a un couple où elle parle le langage plutôt émotionnel et lui parle plutôt le langage physique. Et elle se dit, mais non, aller de cette manière, toucher son pénis directement, peut-être une fellation, moi j'ai pas envie, j'aime pas ça. Ok. L'idée, ce serait certainement pas de se forcer pour lui faire plaisir. Et ce serait même pas de se dire comment je vais faire pour aimer la fellation. Non. Ça serait d'aller chercher qu'est-ce qui, dans cet acte, dans ce langage en tout cas, est important pour mon partenaire. Qu'est-ce que ça lui permet de vivre? Et puis après, de se poser la question. Parce que souvent en accompagnement, c'est pas juste j'aime pas, c'est ça me fait peur, ça me met mal à l'aise, ça m'évoque du dégoût, ça me rend insécure, je me sens obligée. Personnellement, je m'en fiche qu'au final tu fasses la fellation ou pas. Par contre, ce n'est pas acceptable pour moi de te laisser avec un sentiment de honte, de dégoût et de peur. Ça, c'est problématique. Et du coup, c'est là où ça devient intéressant. Plutôt que de se dire « il faut que je me force pour faire plaisir à mon partenaire ». C'est « ok, mon partenaire me demande quelque chose qui me met mal à l'aise, qui active en moi de la peur. Est-ce que moi, j'ai envie d'accepter de vivre avec de la peur dans mon corps liée à de la sexualité ?» Ça, c'est un problème. C'est pas moi qui ai un problème, mais c'est je ne veux pas choisir de vivre avec de la peur. Et du coup, l'invitation est d'aller peut-être justement en thérapie, en accompagnement, comprendre mais de quoi ça parle. Est-ce qu'il y a une partie blessée à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que moi, ça me permettrait de vivre si je parlais avec plus de fluidité le langage physique? Parce qu'en fait, le langage physique, c'est le langage de la puissance sexuelle. C'est le langage de l'expressivité du corps. C'est le langage qui nous permet de bouger, de crier, de hurler, de trembler, de jouir en fait. Qu'est-ce que moi, j'aurais à gagner? Pas à faire une fellation, à développer ce langage de la puissance sexuelle. Tu vois la différence? Ouais, je vois la différence. C'est vraiment une posture différente. Et comment réussir à l'expliquer à son partenaire? Je pense qu'il y a aussi beaucoup de schémas comme ça de couple où peut-être certaines arrivent à formaliser que non, j'ai pas envie de faire ça pour telle ou telle raison, et que l'autre peut le prendre comme, je sais pas, un affront, comme le fait qu'elle ne se soucie pas assez de lui ou qu'elle est égoïste. C'est quoi la meilleure manière finalement de formaliser non seulement ses désirs, mais aussi ses non-désirs? J'ai plein de pensées en même temps qui arrivent. Je pense qu'il y a plusieurs temps de conversation qui sont nécessaires. Il y a sur le moment, et puis il y a après, dans un moment calme. Idéalement, on a des moments en dehors de la sexualité où on parle de nos désirs, de nos besoins. C'est toujours plus facile que quand on est sur le moment. Et donc déjà, j'encouragerais à pas attendre. Tu vois, juste avant de venir, j'avais une cliente qui me disait « Ah là là, j'ai peur de ce soir, j'ai un date, de me sentir obligée de rentrer chez lui à la fin du rendez-vous et de pas réussir à dire non. » Et en fait, son plan, c'était d'attendre toute la soirée jusqu'au dernier moment pour pouvoir décider de sur le moment si elle allait dire oui ou dire non à rentrer chez lui. Je dis non, c'est en parlant en début de soirée, dans un moment où vous êtes tranquille, vous êtes au resto, lui dire écoute, je suis un peu partagée parce qu'en même temps, j'ai envie de toi et en même temps, je sais de moi que j'ai un peu du mal à dire non parfois et j'aurais pas envie de faire l'amour avec toi à partir d'un sentiment d'obligation. Et du coup, j'avais juste envie d'en discuter pour voir comment on peut créer ensemble un espace où on se sent tous les deux libres et où j'ai envie de continuer à te revoir parce qu'en fait, tu me plais. Ouais, mais en fait, c'est marrant, mais rien que ça, je me mets à la place de cette pauvre femme. Et ça, c'est mes mots. Ouais. Mais ça, je te le fais en rapide, mais on l'a déconstruit. On a pris 1 heure, en fait, pour déconstruire pas à pas. Et comment elle, avec ses mots, allait pouvoir communiquer ça. Et en fait, elle est ressortie de là avec « Ah oui, en fait, ça, je peux le faire. J'ai le droit de, je sais comment, et je vais pouvoir le faire. » Et c'est beaucoup plus facile dans un moment, en dehors d'un moment de sexualité, de pouvoir exprimer les choses. Avec l'idée que, je sais pas si tu as remarqué, mais dans la phrase que j'ai dit, c'est « on est dans la même équipe ».
Je te rejette pas, mais justement, je te parle de moi. Moi, personnellement, hein, Vas-y. ce qui m'a marqué dans ta phrase, je sais pas quel était le nombre de ce date, enfin, si elle l'avait déjà vu ou pas, mais ne serait-ce que de dire parce que tu me plais et que j'ai envie de te revoir, moi, là, à sa place, j'avais la chair de poule. On nous apprend pas du tout On ne nous en prend pas. à formaliser notre intérêt et perso, Ouais. moi, je le vois encore comme, je sais pas, une forme de risque. Et Ouais. il est hors de question que je dise à quelqu'un qui me plaît si jamais je n'ai pas l'assurance d'abord que je lui Ouais. plais. C'est sûr. On ne nous apprend pas à prendre ces risques relationnels Ouais. et à avoir la sécurité intérieure pour savoir comment faire, comment gérer, comment dire. Et c'est pour ça qu'on a besoin de développer nos compétences d'intelligence intime, d'apprendre à parler. Ça, tu vois, c'est le langage mental. Le langage mental qui me permet de trouver les mots pour pouvoir dire les choses avec solidité à l'intérieur de moi. C'est en fait, pour se sentir libre dans sa sexualité, on a besoin de savoir trouver les chemins, de pouvoir avoir les compétences pour pouvoir exprimer. Et ça veut pas dire qu'on le dit de manière... Moi, je suis quelqu'un de très cash et très cash dans la sexualité et dans ça, donc c'est facile pour moi maintenant. Ça l'a pas toujours été. J'étais une enfant très, 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 très timide et une ado très timide aussi. J'ai appris à exprimer. Comment ? De plein de manières différentes. J'ai eu des amis qui m'ont beaucoup encouragée. J'ai appris avec un partenaire, un de mes défis, c'était de lui demander un verre d'eau. J'étais incapable. Genre, je me souviens d'une fois, j'étais dans le salon, j'étais en train de travailler, j'étais à la fac et la cuisine, elle était pas loin, tu vois, dans un appartement d'étudiants, entre le canapé et la cuisine, c'est très pas loin. J'avais envie qu'il m'amène un verre d'eau. Et en fait, ce que ce petit cerveau qui n'osait pas exprimer son désir a fait, c'est que je lui ai demandé un thé à la place. Parce que je me suis dit, une petite partie s'est dit, mais si je lui demande un verre d'eau, je vais avoir l'air d'une grosse feignasse. Si je lui demande un thé, faire un thé, tu sais, ça prend du temps, ça chauffe, et du coup, c'est légitime, parce que là, je suis en train de travailler, c'est important ce que je fais. Et du coup, ce pauvre homme, il m'a fait un thé, il me l'a amené, et en fait, j'avais pas du tout envie d'un thé. Déjà, il faisait chaud, j'avais envie d'un verre d'eau frais. Et là, je me suis retrouvée avec ce truc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait, Margot ? Et de ce moment, je me suis dit, je vais m'entraîner à lui demander un verre d'eau. Pas, chérie, s'il te plaît, si tu passes par la cuisine et que ça te dérange pas et que t'as le temps, est-ce que tu veux bien peut-être m'amener un verre d'eau ? Non. Mon amour, tu veux bien m'amener un verre d'eau, s'il te plaît ? Point. Et je respire. Wow. Et j'attends. Et en fait, je me suis entraînée à développer petit à petit mes compétences. Et ça, ces compétences se sont développées en même temps sur le plan sexuel ? C'est-à-dire que c'est des patterns que tu avais de ne pas réussir à formuler ce que tu voulais dans la vraie vie autant que au lit ? Ce que je dis souvent, c'est que la raison pour laquelle je suis sexothérapeute, pas juste thérapeute, c'est que j'ai observé que quand on peut faire quelque chose dans la sexualité, on peut le faire dans le reste de notre vie. Mais l'inverse, c'est pas toujours vrai. Dans mon cabinet, je reçois plein de chefs d'entreprise ou de personnes qui sont très très capables de prendre une grande décision ou de diriger une équipe de 50 personnes, mais dans leur vie intime, sont incapables de dire stop, de dire ça, de dire ce qu'elles veulent. Mais souvent, l'inverse est vrai. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas commencer à s'entraîner dans la vie de tous les jours. Moi, en l'occurrence, j'ai commencé à m'entraîner dans la vie de tous les jours, mais avec l'intention que j'allais amener ça dans ma sexualité. Tu as réussi, du coup, enfin, tu as eu l'opportunité finalement assez jeune de prendre conscience de tout ça et de forger au fur et à mesure une sexualité vraiment épanouie. Qu'est-ce qui te surprenait et peut-être te surprend toujours encore le plus quand tu parles de ça avec des amis et que tu te rends compte qu'en fait, elles n'ont pas eu les mêmes chances et qu'elles sont encore trop souvent bridées ou voilà, pas là où elles pourraient être. Qu'est-ce que tu remarques que toi, tu as réussi finalement à faire différemment et que tu aimerais leur partager ? À quel point les attentes sont basses. C'est quand j'ai une amie qui me dit « Oh, Margot, j'ai rencontré un mec incroyable, tu sais pas quoi ?» Il m'écoute vraiment. Et je lui parlais de moi et il me posait des questions, il était vraiment intéressé. Et puis en plus, la fois d'après, quand on s'est vu, il se souvenait de ce que j'ai dit. Et puis quand on était au lit, il m'a posé la question de ce dont j'avais envie. Et franchement, mais c'était révolutionnaire. Non, ça, ce n'est pas révolutionnaire.
Ce n'est pas exceptionnel. C'est le minimum. Tu as le droit d'attendre plus. En fait, un homme qui te respecte, qui te demande ce que tu veux, qui insiste pas pour avoir un rapport sexuel alors que tu as dit non, ce n'est pas exceptionnel. C'est la base, c'est le minimum. On a le droit de désirer plus. En fait, rêver d'une vie sexuelle où on est vraiment épanoui, rêver de trembler de joie, de bonheur, d'avoir des vagues orgasmiques, rêver d'avoir quelqu'un qui fait attention à notre corps, c'est pas trop demandé. C'est pas être trop chiante, c'est pas être trop exigeante. Et c'est aussi pour ça, je pense moi j'ai plein de personnes qui arrivent à mon cabinet en me disant « mais moi j'ai pas de désir ». Oui, si on a l'idée que le désir c'est juste accepter d'être pénétré pendant X temps jusqu'à orgasme, en fait c'est aussi un des éléments importants du langage énergétique, c'est le sens. Ça a besoin d'avoir un sens, ça a besoin de me faire voyager. Moi, une sexualité qui n'est pas transcendantale, ça m'intéresse pas en fait. Je pense que c'est pas être trop exigeant, je pense que c'est le minimum et qu'on a le droit de rêver plus. Alors, spontanément, je me dis, mais quand même, ça court pas les rues, les mecs qui sont capables de faire du sexe transcendantal. Et ça court pas les rues, les femmes qui s'autorisent à exprimer leur désir. Ouais. Et le problème, il commence là. En fait, le sexe transcendantal, il arrive pas par magie. C'est pas que l'autre, quoi. C'est pas vraiment que l'autre, et ça ne dépend pas de l'autre. C'est ma capacité à utiliser les 5 langages sexuels, à utiliser ces différents chemins en fait à l'intérieur de moi pour langage mental, identifier mes désirs et mes besoins, émotionnel, s'assurer que ce qui se passe c'est juste pour moi, sensuel, être vraiment profondément connecté à mon corps, physique, être connecté à ma puissance sexuelle, à mon expressivité si je m'autorise pas à faire de bruit, à bouger, à me mettre dans la position que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire parce que mon corps et pas ma tête. C'est pas ma tête qui me dit maintenant c'est le moment de la fellation, maintenant c'est le moment de la pénétration, maintenant c'est le moment de faire ça. Non, mon corps me dit qu'il a envie de ça. Si je suis pas connectée à l'énergétique pour suivre mon intuition, pour me mettre dans un état méditatif de pleine présence, en fait la transcendance, je peux avoir le meilleur partenaire du monde, ça va me passer au-dessus de la tête. Comment tu as réussi et comment tes patients réussissent à identifier les désirs qui viennent finalement de leur désir profond, enfin de leur corps justement, et pas de leur tête. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de nos désirs sont construits plus qu'ils ne sont naturels. Ouais. C'est tout un chemin de reconnexion à son corps, d'apprendre à sentir. Là par exemple en écoutant ce podcast, mettez votre attention sur votre corps. Qu'est-ce que vous sentez ? Est-ce que c'est chaud ? C'est froid ? Est-ce qu'il y a un endroit qui est tendu ou détendu ? Est-ce que, si vous mettez votre attention sur votre sexe, vos parties intimes, est-ce que c'est chaud ? Est-ce que c'est froid ? Est-ce qu'il y a un peu d'engorgement ? Est-ce qu'il y a une pression ? Est-ce qu'il y a du mouvement ? Est-ce que c'est immobile ? Est-ce que c'est léger ? Est-ce que c'est lourd ? C'est commencer à amener vraiment l'attention sur le corps. C'est pas ce qu'on nous apprend. Faire ce chemin de d'abord reconnecter au corps. Et en fait, assez naturellement, si je sens que c'est chaud, peut-être que j'ai envie d'augmenter cette chaleur. Ou si je sens qu'il y a une tension dans le bas de mon dos, peut-être que j'ai envie de bouger. Ou peut-être que en fait, je sens, et du coup, ça donne l'information de ce que j'ai envie de faire. Un autre bon repère, c'est si j'ai testé le truc et que, imagine, je me suis dit, tiens, là, on va changer de position, on a changé de position. Si ça me fait du bien, top. À la limite, c'est pas un problème que ça vienne de notre tête. C'est un problème si ça vient de notre tête, qu'on pense qu'on doit le faire, qu'on le fait, que ça nous correspond pas, que ça nous fait pas du bien et qu'on se dit, mince, j'étais censée faire ça et là, ça marche pas, donc mon corps ne fonctionne pas, donc j'ai un problème. En soi, c'est une très bonne chose que notre tête nous donne des idées parfois. C'est pas la même chose de se sentir obligé d'y correspondre. Donc, testez. Si ça fait du bien, top. Si ça fait pas du bien, plutôt que de culpabiliser, de rentrer dans de la honte et un sentiment d'être inadéquat, on fait autre chose. Je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui aimeraient faire certaines choses, qui n'y arrivent pas pour différentes raisons, souvent parce qu'elles sont pas à l'aise avec leur corps. Et ça aussi, on nous l'apprend pas en fait.
le fait qu'avant d'être à l'aise avec quelqu'un, il faut être à l'aise avec soi. Est-ce que tu as déjà vu dans ton cabinet des patientes qui, comme ça, finalement, étaient assez... Enfin, que ce soit très timide, très pudique, apeurée, qui avaient peut-être subi des violences. Comment est-ce qu'on arrive à reconstruire un rapport sain avec son corps ? Alors là, j'ai une position un peu différente, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup, il faut s'aimer soi avant de pouvoir aimer l'autre, et je suis pas d'accord. Je trouve que c'est même un peu violent, en fait, comme propos parfois. Parce que... Alors, ça veut pas dire qu'on attend de l'autre toute validation et qu'on fait aucun chemin vers soi. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais quand on est enfant, quand on est bébé, comment on apprend à s'aimer soi ? En fait, on apprend dans le regard de l'autre. Moi, j'ai vraiment une pratique qui s'inscrit dans la théorie de l'attachement et dans l'idée qu'on est avec des besoins relationnels et qu'on se construit basé sur la manière dont l'autre, à l'époque nos parents, répondent à nos besoins relationnels. Et donc, on a appris à se sentir être aimé ou pas. Je pense pas que c'est possible de se sentir bien dans son corps, bien dans sa peau, bien dans sa tête, quand on ne se sent pas être aimé. Je pense qu'on est des animaux sociaux et qu'on a besoin de liens. On peut être aimé par quelqu'un d'autre que la personne avec qui on couche. Bien sûr. Parce que moi, c'est un peu ça où, en fait, je me dis, là où je nuancerais ton discours, mais c'est très bien qu'on soit pas d'accord, c'est que le risque de... Si on prend le cas le plus fréquent, à savoir une femme qui n'a pas confiance en elle, ne se sent pas bien dans son corps, et qu'elle couche régulièrement avec une tierce personne, et que finalement elle cherche dans ses yeux ou dans tout simplement son être une validation, l'importance d'exister, la considération qu'elle n'arrive pas à se donner. Alors, je vais peut-être nuancer, c'est pas tout à fait la même chose que d'aller chercher à l'extérieur, mais plus peut-être dans une relation. En fait, moi, ce à quoi j'ai pensé quand tu m'as dit ça, c'est plutôt je me sens pas bien dans mon corps, dans ma peau. Et si je pose la question, est-ce que ton partenaire, il te fait des compliments ? Est-ce qu'il te dit que tu es désirable, que tu es belle, qu'il t'aime, et que la réponse, c'est non, pas tout, pas trop. Est-ce que tu lui demandes de te faire ses compliments ? Bah non, pas trop. Mais tu sais, moi, j'ai besoin de personne, je voudrais être indépendante et je voudrais m'aimer moi et j'ai pas besoin du regard de l'autre. Et j'entends beaucoup ça en consultant. En fait, c'est à ça que j'ai pensé quand tu m'as posé la question. Ce truc de j'ai pas besoin du regard de l'autre, moi, je vais m'aimer moi-même. Et en fait, ça fonctionne pas comme ça. Ce qui est pas tout à fait la même chose que je m'aime tellement pas que je vais aller coucher avec plein de personnes pour avoir ce sentiment d'être désirable, mais c'est des calories vides. C'est pas la même chose. Donc je pense qu'on est finalement plutôt d'accord, mais que j'ai juste pensé à quelque chose d'un peu différent. Parce que même au-delà de coucher avec plein de gens, tu vois, je pense à des amis qui sont dans ces schémas-là où, comme j'aime dire, elles se satisfont des miettes. Ouais. Même si c'est qu'un seul mec, c'est un mec qui, voilà, juste parce que ce mec-là leur donne de l'attention, un minimum, une certaine importance, vu que sinon ils se verraient pas. Mais je pense que si ces femmes-là étaient vraiment bien dans leur peau, bien dans leur basket, et avaient la mesure de leur valeur, elles ne se satisferaient pas des miettes. C'est sur ça, je suis 100% d'accord. Ça va avec ce que je disais tout à l'heure, dont on a besoin d'avoir des attentes plus hautes, en fait. Et tu penses que ça, c'est de plus en plus fréquent ? Est-ce que toi, tu as observé de plus en plus ce genre de schéma de sexe, mais un peu à sens unique, ou qui vient totalement se substituer à une relation ? J'ai entendu deux choses dans ta question. Je pense que c'est plutôt l'inverse. En tout cas, moi, ce que j'entends beaucoup dans mon cabinet, c'est je ne veux plus de sexualité qui me convient pas. Je préfère dire non que de continuer à subir. Je pense qu'on a beaucoup MeToo à remercier pour ça. Le droit d'enfin dire non, qui est super important, qui est la base. Et après, on a peut-être le droit de vivre une sexualité qui répond vraiment à nos besoins. Après, c'est sûr que sur les... En fait, on a deux sujets. On a la sexualité en couple et la sexualité avec d'autres personnes. C'est sûr que sur les relations sans lendemain, aujourd'hui, avec notamment les séries, avec tout ça, il y a beaucoup plus une normalisation de c'est ça qu'il faudrait faire. Qu'est-ce que les applications de rencontres ont changé dans la sexualité des personnes que tu accompagnes ? Le fait, finalement, de pouvoir presque faire ses courses
et pouvoir choisir une personne basée sur des critères complètement arbitraires, sans forcément, là, du coup, pouvoir écouter son corps. Enfin, on n'écoute que sa tête quand on match ou non quelqu'un. Sur les applications de rencontre, je pense que ça dépend tellement de comment est-ce qu'on l'utilise, l'application. Et en fait, je vois de tout. Et je vois beaucoup de personnes pour qui, en fait, c'est fantastique de pouvoir rencontrer des gens qu'ils n'auraient jamais rencontrés en dehors. Et puis, bon, tu fais une application, tu matches avec quelqu'un, certes, ça fait un certain filtre. Certes, c'est pas les mêmes personnes que tu aurais eu le coup de cœur ou pas dans la réalité. Et en même temps, on vit dans une société tellement isolée, où il y a tellement peu d'opportunités de se rencontrer, que finalement, en fait, c'est là où on a besoin d'avoir les compétences pour, sur le moment, savoir, ok, bon, quel que soit le biais par lequel j'ai rencontré cette personne, est-ce que ça résonne avec moi ou pas ? Est-ce que maintenant qu'on s'est rencontrés, je me sens obligée d'aller à plus parce qu'on a fait un date et que je veux pas avoir gâché son temps, tout ça ? Ou est-ce que je m'autorise à m'écouter ? Mais parfois, je trouve que c'est difficile de faire la différence entre les deux. C'est sûr. Tu vois, en fait, de se dire, ok, je pense que ça arrive peut-être à pas mal d'autres femmes, mais tu pourrais potentiellement rentrer avec la personne, mais tu sais pas si vraiment t'en as envie. Ouais. Donc ça devient presque une liste de pour et de contre, ou un verre de plus ou pas, d'ailleurs. Ouais. Mais qu'est-ce qui, selon toi, nous permet vraiment de savoir si ce dont on a envie ou pas ? D'apprendre à écouter et son cœur et son corps. C'est vraiment... tu vois, quand tu dis on fait la liste du pour ou contre, c'est tout le mental. C'est tout est analysé, alors que c'est pas que le mental. C'est j'ai besoin d'interroger mon cerveau, j'ai besoin d'interroger mon cœur, j'ai besoin d'interroger mon corps, j'ai besoin d'interroger mon intuition. Et c'est pour ça que je dis que on peut pas se dire moi je suis ou je parle tel langage. On a besoin de ces 5 dimensions. Si on prend une décision que à partir de notre mental, ça peut pas fonctionner. Si on prend une décision que à partir de notre corps, on risque d'avoir du regret le lendemain. On a besoin que ces 5 dimensions, elles fonctionnent en harmonie. Et donc on a besoin d'apprendre à écouter, finalement, chacune de ces différentes dimensions. Plutôt que de, tu vois, sauter sur le truc et dire « Ah, et puis après... Arbitrer, ouais. De quelle passion ou patiente t'as le plus appris récemment ? C'est vraiment différent avec chacun. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup accompagner les couples. Parce que justement, on a l'interaction avec les deux. Et peut-être c'est un... Alors, j'apprends de tout le monde. Parce que vraiment, c'est à chaque fois des expériences différentes. Mais là, je pense à un couple que j'accompagne, qui sont ensemble depuis 30 ans, qui ont la soixantaine passée. Et qui n'ont plus fait l'amour depuis 10 ans. Et en fait, on se rend compte que elle, son langage porte entrée, c'est énergétique, lui, c'est physique. Et que pendant longtemps, elle s'est forcée. Et aujourd'hui, dans les 10 dernières années, en fait, c'était juste plus possible de se forcer. Et ils sont arrivés à mon cabinet, comme la plupart des gens arrivent finalement, un peu au bord de potentiellement de la rupture. Vraiment, elle est arrivée à la première session en me disant si ça fonctionne pas, je pars. Ok. En fait, ce qui a été beau, c'est de voir comment chacun a pu s'adoucir pour trouver ce qui était juste pour eux et pour... En fait, c'est... Tout à l'heure, tu me posais la question en préparant cet entretien si j'en avais pas marre de toujours parler de la même chose. Et j'en ai pas marre de parler toujours de la même chose parce que finalement, c'est tellement fort. Là, tu vois, si je pense à elle et à toute l'émotion qu'on a traversée ensemble, à découvrir son langage énergétique, à découvrir en fait la richesse de sa subtilité. C'est une femme qui a passé les 30 dernières années, si c'est pas plus même de sa vie, à avoir l'impression qu'elle était frigide, que d'ailleurs un sexologue lui a dit qu'elle était frigide et qu'il fallait faire un petit effort pour faire plaisir à son mari, que c'était elle qui avait un problème. Et le poids de tout ça, pendant des années, et de voir en fait session après session ce poids s'alourdir, de la voir arriver à mon cabinet avec plus de lumière dans son regard, et de tout petit à petit recréer des petits gestes d'intimité dans leur couple,
C'est pas, ça fait 10 ans qu'on n'a pas fait l'amour, bon bah allez, ce soir on y va. Non, en fait. Comment on recrée le lien d'intimité? Et on l'a fait, en fait, petit à petit. Je crois que ce couple, il m'a marqué pour ce message-là d'espoir aussi. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant « mais on a tout essayé, il n'y a rien qui marche, on est au bout du bout », avec ce sentiment de « il n'y a plus d'espoir ». Je dis en fait non, de un, c'est jamais trop tard quand on a vraiment envie. Il n'y a pas d'âge pour découvrir la jouissance. Et quand on y met tous les deux les efforts, ça peut toujours marcher. Quand on a les bons outils. Le problème, c'est qu'eux, ils ont tous les deux fait des efforts pendant 30 ans. C'est pas qu'ils s'en fichaient. Ils ont tous les deux fait des efforts, mais l'autre problème, c'est que souvent, on a tendance à faire des efforts dans le langage de l'autre. Dans son propre langage. Pas dans le langage de l'autre. Et du coup, ça marche pas, en fait. On s'épuise et on s'épuise. Et d'avoir enfin les bons outils. Enfin, moi, j'adore les recevoir pour ça, parce qu'il y a tellement... En fait, j'adore la thérapie de couple pour ça. Parce qu'on a la résolution en temps réel. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est trop chouette. Quels sont les écueils dans la sexualité dans lesquels tombent les couples une fois qu'ils se marient, et ensuite on verra une fois qu'ils ont des enfants? Le scénario le plus typique, c'est on se rencontre et au début, tout est simple. Il y a de la passion et puis on emménage ensemble ou on se marie et puis petit à petit on a l'idée que il y a de moins en moins de passion, de moins en moins de désir. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que si ça se passe comme ça, c'est peut-être qu'on n'était pas connecté à notre désir dès le début. J'explique. Tu te souviens, tout à l'heure, on a fait la différence entre désir et excitation. En fait, au début du couple, il y a beaucoup d'excitation. L'excitation parce qu'on a envie de plaire, parce qu'on a envie de se sentir être désiré, parce qu'il y a tout plein d'hormones. Mais est-ce que dès le début du couple, on s'est posé la question, moi, de quoi est-ce que j'ai envie et besoin? Est-ce qu'on a exprimé nos besoins? Est-ce qu'on a exprimé nos limites? Est-ce qu'on a vraiment co-créé notre sexualité? Ou est-ce que c'est un peu comme, je sais pas, tu vas à la jardinerie, t'achètes une belle plante que quelqu'un a déjà préparée pour toi. Tu sais, elle arrive, elle a toutes les fleurs, tu la poses sur ton armoire, tu l'arroses pas, tu la rempotes pas, tu te renseignes pas sur de quoi est-ce que cette plante elle a besoin. Est-ce qu'elle a besoin de lumière? Est-ce qu'elle a besoin d'ombre? Tu mets ton orchidée en plein soleil, tu lui donnes jamais d'eau, et au bout de 2 semaines, elle a plus de fleurs. Elle a fané et elle est morte, et tu jettes ton orchidée. Tu te dis, soit c'est l'orchidée qui a un problème, soit c'est moi qui suis incapable de cultiver cette orchidée. Et c'est un peu ça qu'on fait avec le désir dans le couple. En fait, au début, c'est facile, mais parce qu'on a l'excitation. Mais on ne s'est pas forcément posé la question de comment on allait la cultiver, parce que c'était facile. Et au bout d'un moment, il n'y a plus l'excitation spontanée. Genre, tu manges un énorme croissant tous les matins, au bout d'un moment, t'es pas là en mode « Oh, waouh, mon croissant !» Mais parce L'adaptation hédonique. Exactement. Mais c'est pas inéluctable. En fait, c'est si on se base uniquement sur l'excitation, il y a un moment où ça va pas... Enfin, ça va s'éteindre. Mais le désir, c'est pas la même chose que l'excitation. On a besoin de s'interroger, de créer quelque chose, pour que à long terme, ça dure. Qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui te diraient enfin, c'est bien sympa, mais moi, j'ai pas le temps, en fait, de cultiver mon désir. J'ai 4 enfants. Mon mari travaille tous les soirs jusqu'à très tard. Moi, je commence très tôt. Donc, en fait, juste, on couche plus ensemble et ça nous frustre, mais on peut pas faire autrement. On a beaucoup l'idée que cultiver le désir, ou c'est se prendre un temps en amoureux, ou faire l'amour même, ça demande du temps. Ça demande 1 heure, 2 heures, 3 heures, une soirée. Et souvent, pour éviter. Le scénario le plus typique, c'est, j'entends tout le temps des personnes me dire, je me mets à éviter les baisers un peu trop appuyés, les caresses, pour pas qu'ils se disent que j'ai envie d'un rapport sexuel plus tard. Pour pas avoir l'impression d'avoir signé un contrat implicite d'aller plus loin. Mais du coup, on se met à éviter les petits gestes d'intimité du quotidien. Et quand on n'a plus de petits gestes d'intimité du quotidien, le moment où on a 1 heure devant nous, le fossé, il est trop grand, en fait. Cultiver l'intimité, ça prend pas beaucoup de temps. Par exemple, moi, j'ai créé un petit challenge, 10 jours, 10 minutes pour cultiver l'intimité. On peut tous trouver 10 minutes. 10 minutes, ça se trouve. Je suis sûre qu'on les passe à scroller sur notre téléphone. Même si on a 4 enfants, on a un moment, le soir avant d'aller se coucher,
ou on a 10 minutes. L'autre problème, c'est que la manière dont on vit la sexualité, et ça je l'explique dans le langage mental, je sais pas si tu as lu cette partie de la comptabilité orgasmique, mais si la manière dont on fait l'amour nous coûte, si on se dit je suis trop fatigué pour faire l'amour, c'est qu'il y a un problème dans la manière dont on fait l'amour. C'est que ça nous coûte plutôt que nous remplit. En fait, justement, si je suis épuisée, mais quel délice que mon partenaire me masse, me chérisse, me fasse un cuni, me savonne sous la douche, je sais pas. C'est pas la même chose que me sentir obligée de faire pour lui, de l'amener à un orgasme, de faire ci, de faire ça. Complètement différent. Et donc, ce que je dirais aux personnes qui disent « mais j'ai pas le temps », c'est ça prend pas beaucoup de temps. Et toute l'énergie qu'on dépense à être dans l'anxiété, à est-ce que ça va être ce soir, à compter quand est-ce que je vais passer à la casserole, ça fait 3 semaines, et ci, et ça, à se forcer. Parce qu'il y a un moment où on n'a pas le temps, on a mis de côté. J'ai des clientes qui me disent mais j'ai dit non 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout de la 4e, je sais que je peux plus dire non. Et du coup, je me force. Toute cette énergie-là qu'on dépense, en fait, c'est ça qui nous tue. Apprendre à interroger notre désir, certes, au début, ça demande un peu d'énergie parce que c'est un chemin différent. Mais après, c'est sacrément plus fluide. Et ça nous régénère plutôt que de nous épuiser. Quelles sont les plus grandes menaces qui pèsent sur le couple, selon toi, liées à la sexualité, mais pas que? Le manque de communication. Et dans communication, c'est... Parce que communication, c'est un de ces mots qui veut rien dire. On parle de quoi, concrètement? C'est le manque de dire exactement, précisément. Moi, j'aime ça, comme ça. Ou tiens, quand j'ai fait ça, comment c'était pour toi? Tu peux pas imaginer le nombre de personnes où, au sein du couple, les deux se forcent depuis des années à faire ce qu'ils pensent que l'autre veut. Tu vois, un exemple très concret. Un couple que j'ai accompagné, ils étaient ensemble depuis 7 ans. Et elle était sûre que son langage porte d'entrée à lui, c'était physique. Alors qu'en fait, son langage, c'était émotionnel. Ça fait 7 ans qu'elle se forçait à faire des pratiques dont elle n'avait pas forcément envie. Et notamment, le plus difficile, c'était au moment de son orgasme, il se mettait à aller vite et fort. Et elle était sûre qu'en fait, pour réussir à avoir un orgasme, il avait besoin d'aller vite et fort. Sauf qu'en fait, lui, il culpabilisait d'éjaculer trop vite, selon lui. Et du coup, au moment où il sentait que ça montait en lui, il se disait « il faut tout que je lui donne ». Et du coup, il se mettait à se déchaîner et elle avait des crampes à l'utérus après pendant des heures, elle avait vraiment mal. Mais elle lui avait pas dit, parce qu'elle ne voulait pas le frustrer de son orgasme. Et en fait, ils s'étaient fait ce nœud-là tous les deux, en se forçant à faire quelque chose pour l'autre, qu'ils pensaient que c'était ça que l'autre voulait. Et ça, je le vois tous les jours à mon cabinet, tous les jours. On pense que c'est ça aussi, on a des stéréotypes. Les hommes, c'est le langage physique, les femmes, c'est l'émotionnel. Et du coup, plutôt que de s'interroger l'un l'autre, plutôt que, je sais pas, de lire un livre ensemble et dire « ah mais toi, c'est plutôt quoi ?» On part du principe qu'on connaît notre partenaire, qu'on est sûr, et du coup, c'est l'autoroute. Je pense que c'est le plus grand danger, de ne pas s'interroger parce qu'on pense qu'on est sûr. Est-ce que tu as remarqué des patterns qui sont plus similaires aux hommes qui viennent te voir pour consulter et des problématiques plus propres aux femmes qui viennent te consulter? Alors oui, mais je vais préfacer en disant c'est pas parce qu'on est une femme ou on est un homme. Aujourd'hui, on a beaucoup l'idée que les hommes veulent du sexe, les femmes veulent de l'émotionnel. Cette idée, elle est assez récente dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que tu sais, toi, Louise, depuis combien de temps ça fait qu'on pense ça? J'imagine depuis qu'il y a un enjeu de repeupler... Ah non, tu me diras non, parce que sinon ce serait les femmes. Je dirais post-guerre mondiale, mais... En fait, ça fait depuis le siècle des Lumières. Ça fait à peu près 300 ans dans l'histoire de l'humanité. On a l'idée que les hommes veulent du sexe et les femmes veulent du lien, de l'émotion, de l'affect. Et en fait, c'est très très récent dans l'histoire de notre humanité. On a l'idée que c'est juste comme ça, parce qu'on est un homme, parce qu'on est une femme, alors qu'en fait, pas du tout. Avant le siècle des Lumières,
on n'avait pas encore compris que la femme n'avait pas besoin d'avoir un orgasme pour libérer son ovule. En fait, ils pensaient que les hommes et les femmes étaient pareils, sauf que les femmes, c'était à l'intérieur. Alors, les femmes étaient quand même moins bien. C'était des hommes en moins bien, parce que c'était à l'intérieur et c'était pas descendu. Enfin bref, on n'avait toujours pas le meilleur rôle. Non. Mais avant le siècle des Lumières, orgasme féminin était associé à fertilité. On pensait que tout comme l'homme avait besoin d'un orgasme pour libérer sa semence, la femme aussi. Donc avant le siècle des Lumières, globalement, les femmes avaient des orgasmes. Après le siècle des Lumières... Pardon, on s'arrête là-dessus 2 secondes. Ouais. C'est donc l'idée selon laquelle la femme avait besoin de jouir pour pouvoir libérer un ovule. Ah non, mais pas du tout, en fait, là, j'ai n'importe quoi, parce que c'est 3 jours par mois. Non, mais, oui, mais ils n'avaient pas conscience de ça. Ils n'avaient pas conscience de ça. Donc, ils pensaient à cette époque que... Donc, en fait, ils faisaient tout pour faire jouir la femme. C'est ça. C'était différent. Et d'ailleurs, si on regarde sur les peintures d'époque, on voit très souvent des femmes dénudées comme ça, qui sont en train d'essayer d'attraper les hommes, et les hommes qui sont en mode non. Parce qu'en fait, avant le siècle des Lumières, alors les hommes avaient toujours le meilleur rôle, ils étaient plus nobles, et donc pas intéressés par les choses basses de la chair. Donc en fait, avant le siècle des Lumières, c'était les femmes qui voulaient ken tout le temps, et les hommes qui n'étaient pas intéressés et qui voulaient d'autres choses. Ça nous montre à quel point ces idées, elles sont socialement construites. Et que ça n'a aucun sens. Mais du coup, comme nous, on se conforme à ces normes sociales, c'est ça qu'on enseigne. On enseigne aujourd'hui aux garçons à être forts, à pas avoir d'émotions. Et du coup, forcément, un homme aujourd'hui met à vouloir de la sexualité, à être un don Juan, à tout ça. Donc un homme aujourd'hui, il a une émotion, il est triste, il veut faire l'amour, il est en colère, il veut faire l'amour, il est joyeux, il veut faire l'amour. Enfin, il y a une porte émotionnelle. Aujourd'hui, la vision d'un homme, je sais pas, un homme fort, avec sa tête sur les genoux de sa femme et sa femme qui lui caresse les cheveux, ça fait bug dans notre cerveau. Par contre, si son pénis est à l'intérieur d'elle, là, il a le droit d'être enlacé. Donc c'est vraiment pour moi dans nos conditionnements sociaux la manière dont on s'est adapté. Donc effectivement, dans mon cabinet, je vois plus souvent des hommes qui veulent plus de sexualité et des femmes qui se forcent à avoir des rapports sexuels, ne veulent plus se forcer et n'aiment pas la manière dont la sexualité se vit aujourd'hui. Mais pas parce que c'est une femme et c'est un homme. Ouais, c'est parce qu'ils ont été conditionnés à attendre Exactement. certains comportements. Et j'imagine que tu vois aussi des hommes qui se disent j'ai l'impression que je peux pas dire non, quoi, parce qu'on attend de moi à ce que je sois une machine. Tout à fait. Mais hyper intéressant. Est-ce que tu... Enfin, ça, c'est vraiment une question auquel il n'y a pas forcément de... Ça, c'est une question à laquelle il n'y a pas forcément de réponse, mais toujours un truc que je me suis demandé, je sais pas si j'avais déjà parlé dans le podcast, mais sûrement dans le podcast avec Gilbert, moi, c'est marrant, j'ai quand même ça, notamment une amie, c'est tous les mecs veulent coucher avec elle. C'est un truc, et en fait, j'explique pas, bien sûr, elle est super belle et tout, mais j'ai d'autres amies qui le sont aussi, et elles n'ont pas le tiers du succès que cette amie a. Et vraiment, je me suis toujours demandé... en fait, ça me fascine de ne pas avoir la réponse, tu vois. Est-ce que ça tient à une énergie ? Est-ce que l'histoire des phéromones est vraie ? C'est-à-dire que tu dégages potentiellement des phéromones qui attirent les hommes ? Est-ce que c'est juste qu'elle est dans une attitude verbale ou non verbale ouverte ? Voilà. Question large, mais c'est quand même trop intéressant, je trouve. Qu'est-ce qui explique que certaines femmes sont vraiment très recherchées ? Il pourrait y avoir tellement de réponses à cette question, ne la connaissant pas, je peux pas te dire, mais la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est effectivement ça, ce côté de est-ce que j'ose soutenir le regard de la personne ? Est-ce que je suis vraiment présente dans mon corps ? Est-ce que j'ose exprimer mes désirs, mes besoins, ce que j'aime ? Parce que c'est ça aussi le piège. On évite d'exprimer nos désirs pour pas être jugé, pour pas être rejeté, et en même temps, quand quelqu'un en face de nous le fait, ça fait quelque chose à l'intérieur. Et donc, finalement, le truc qu'on fait pour essayer d'éviter d'être rejeté, c'est ce qui met de la distance entre nous et l'autre. Donc peut-être qu'elle est plus expressive, peut-être qu'elle ose soutenir le regard, même pas forcément d'une manière très provocatrice, mais juste, je suis là, en fait. Et j'ai le droit. Et j'ai le droit. Et moi, je désire et j'ai le droit de désirer. Ouais. Si demain, tu allais dans un bar et que tu avais repéré quelqu'un qui te plaît beaucoup,
homme ou femme, quelle serait l'attitude que tu adopterais pour maximiser les chances de repartir avec cette personne? Si j'étais célibataire, Si t'étais ce qui n'est pas le célibataire. cas aujourd'hui. Voilà. Si t'étais Non, juste célibataire, petit disclaimer au disclaimer. cas où mon fiancé écoute ce podcast et ne se dise pas « Oulala, Margot va au bar ce soir ». Après, ça, c'est ma personnalité, mais je serais assez directe. Je pars du principe que si j'exprime mes désirs et que l'autre dit non en face, c'est pas une personne pour moi. Je pars du principe que si j'ose dire vraiment les choses et que ça gêne la personne, ce n'est pas une personne pour moi. Et que j'ai pas envie de coucher avec quelqu'un qui n'ose pas dire les choses, qui évite. Et du coup, peut-être que je lui dirais assez directement quelle est mon intention. Ou peut-être que si je me questionnais sur la sienne, imagine on a discuté en soirée, plutôt que de me dire « Ah là là, je me demande si lui, il se dit que c'est qu'un coup d'un soir ou si vraiment je lui plais », je te poserai la question avant de coucher avec lui. Le couteau sous la gorge. Et en même temps, c'est honnête. Mais peut-être qu'il n'en sait rien. Mais c'est pas est-ce que tu veux m'épouser? Oui. Mais c'est juste est-ce que pour toi c'est juste un moment de ce soir ou est-ce que t'es plus dans une recherche d'un vrai lien? Ça peut être simple en fait. C'est vrai qu'il y a vraiment, je trouve, un changement à opérer dans la façon de concevoir la conquête, dans le sens où encore trop de personnes considèrent que si l'autre refuse ou si l'autre les rejette, finalement c'est qu'on a échoué et c'est qu'on n'a pas réussi à avoir. Mais je trouve ça vraiment intéressant et je te rejoins totalement dans la vision de en fait c'était pas quelqu'un pour moi. Mais oui. Donc comment est-ce que je peux m'en vouloir de pas réussir à avoir eu quelqu'un qui dans tous les cas n'était pas pour moi? C'est pas du tout un échec. Et je pense qu'on a encore vachement de mal avec ça, le côté le côté réussir ou échouer dans la séduction, alors que c'est plus ça le fait ou ça le fait pas, quoi. Dans la séduction comme dans la sexualité. C'est si là, à l'instant, en levrette, mon corps il a pas envie d'avoir un orgasme, ce n'est pas parce que j'ai un problème. Si là, cette personne-là n'a pas envie d'être en couple avec moi ou de ci, de ça, c'est juste que là, à l'instant, c'était pas ça qui était juste sur le moment. On a vraiment effectivement cette question de performance dans la relation, dans le dating, dans la sexualité. Il faudrait que ça fonctionne à tous les coups, d'une certaine manière spécifique, sans avoir le droit d'adapter, sans avoir le droit d'explorer, sans avoir le droit de communiquer, sans avoir le droit de changer d'avis. Et puis peut-être que il y a aussi l'idée que si je dis pas les choses, peut-être que l'autre en face, il a aussi besoin de savoir pour avoir envie ou non d'avoir un moment d'intimité avec moi. Et ça, c'est vraiment toutes les compétences du langage mental. Comment je clarifie la demande? Comment je crée un cadre sécure? Tout à l'heure, on parlait du lâcher-prise et de la manière dont le lâcher-prise est le pire conseil. Là, c'est un peu la même chose. Lâche-prise, amuse-toi, tu verras. Et si, à la place, j'avais les compétences pour pouvoir clarifier mes désirs, les exprimer à l'autre, clarifier le cadre dans quel cadre on va avoir cet échange sexuel, avec quelle intention, mais aussi qu'est-ce qui va s'y passer. C'est-à-dire que peut-être que ce soir, avec cet inconnu, j'ai envie d'un moment d'intimité, mais j'ai pas envie d'être pénétrée. Peut-être que je dirais non à tout le rapport, juste parce que je ne sais pas comment faire pour dire que j'ai pas envie d'être pénétrée et que je suis pas sûre que ça puisse être respecté. En fait, quand on n'a pas les compétences pour vraiment exprimer nos désirs, nos limites, on risque de beaucoup se couper. Oui. Et si je peux dire, j'aurais envie de ça, mais pas de ça, alors ça crée de la sécurité. Et alors donc, mon cerveau n'a pas besoin de prendre prise pour paniquer et contrôler. Il est relax, parce qu'on sait que le cadre est clair. Le dernier sujet que j'avais envie d'aborder, c'est... maintenant que tu as la bague au doigt, est-ce que ça te fait peur de te dire que potentiellement tu auras plus d'autres expériences sexuelles avec quelqu'un? Est-ce que tu penses que cette conception des choses est dépassée?
Et qu'est-ce que tu conseillerais en fait aux personnes qui vont se marier, sont mariées, pour ne pas voir la chose comme peut-être on peut la concevoir, à savoir une prison dans laquelle on est enfermé qu'avec une seule personne. Il y a une chose que la sexologue Esther Perel dit, qui est une spécialiste sur l'infidélité, et ça m'a beaucoup marquée. Elle dit quand on trompe quelqu'un, on va pas vers quelqu'un d'autre, on va vers une autre version de nous-mêmes. Et j'ai plein de versions de moi différentes. Dans la sexualité, il y a plein de Margot différentes, qui ont plein de désirs différents. Il y a ces 5 langages qui ont envie de s'exprimer. Il y a ces 5 dimensions, il y a une partie joueuse de moi, une partie sérieuse, une partie un peu dominante, une partie vulnérable, une partie... Enfin, il y a plein de parties de moi. Si je peux pas les exprimer avec mon partenaire, c'est sûr que ça me paniquerait. Si je me dis, il attend de moi cette partie-là, peut-être la partie un peu sexy, disons, et que je peux pas lui exprimer d'autre chose, que je suis enfermée dans cette case-là, et que je n'ai plus accès aux différentes parties de moi-même. Là, c'est terrifiant. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir un autre partenaire pour avoir accès aux différentes parties de nous. On a besoin de faire le vrai travail, de créer un espace de liberté dans lequel on peut ensemble explorer à 2. Et c'est pas toujours simple. Et ça se construit. J'ai pas peur parce que je me dis qu'on va avoir toute une vie ensemble pour explorer toutes ces différentes parties de nous. Je me dis pas, avec lui, il faut que je sois telle personne. Et je me dis pas, la personnalité sexuelle que je vois de lui aujourd'hui, c'est celle que j'aurai pour toute ma vie. Je sais qu'on va évoluer ensemble, qu'on va grandir ensemble, qu'on va traverser plein de phases différentes dans lesquelles je vais avoir plus envie, lui va avoir plus envie, il va se passer plein de choses et on va grandir ensemble. On va co-construire. Et c'est vraiment pour moi cette idée des différentes parties à l'intérieur de moi qui vont pouvoir s'exprimer. Je pense que souvent c'est ça qu'on cherche quand on va avoir différents partenaires. C'est en fait on est quelqu'un de différent presque avec différents partenaires. On s'exprime différemment. Mais ça dépend de nous. On peut pas le savoir à l'avance. En l'occurrence, quand tu couches avec quelqu'un d'autre, tu peux pas savoir à l'avance. Ça se trouve, la personne va te faire exprimer exactement la même personne que t'es avec ton partenaire. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a plus aussi de l'envie de nouveauté, de reconquête, de challenge. Bien sûr, c'est plus simple avec plein de personnes différentes. Ouais. En fait, pour moi, il y a la question de variété ou la question de profondeur. C'est 2 chemins différents. Et les 2 ont de la valeur. C'est intéressant d'expérimenter plein de choses avec plein de personnes différentes. Et c'est aussi intéressant d'aller vraiment dans la profondeur avec une personne. On vit quelque chose de différent. Et la vie est faite de choix. Si on est en couple pendant très très longtemps avec une personne, on fait le choix de la profondeur. Si on fait le choix d'avoir plein d'expériences différentes, on fait le choix de la richesse. Mais de toute manière, c'est un choix. De toute manière, la vie, c'est des choix. Et donc, c'est vraiment... Pardon, je me lancerai là aussi, je sais pas, en entendant ça, est-ce que c'est vraiment un choix ? J'ai le sentiment que beaucoup perçoivent presque l'inverse, notamment... non, j'allais dire notamment les hommes, mais même pas forcément, mais... Est-ce que c'est vraiment un choix ? C'est plutôt aussi d'être choisi ? C'est les 2. Ouais. Si c'est juste l'autre qui me choisit et que moi, j'ai pas choisi, c'est un problème. Parce que, tu vois, je pense qu'il y en a qui se disent, moi, j'aimerais bien avoir... une variété, pour l'instant j'ai pas envie d'être dans la profondeur, mais en fait j'arrive pas à séduire telle personne, j'arrive pas à être moi-même, ou j'arrive pas à être sexuellement à l'aise. Ouais. Et là ça demande, et du coup ça me permet de revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur s'aimer soi-même. T'as aussi parlé de trauma. Si j'ai des parties blessées à l'intérieur de moi, peut-être que c'est l'occasion d'en prendre soin pour pouvoir me sentir avoir la liberté et la solidité intérieure d'aller là où j'ai envie d'aller. T'as le droit de pas répondre, je me demande juste, est-ce que t'as déjà regretté des expériences sexuelles ? Avant de découvrir la sexualité en pleine conscience, oui. En fait, c'est plus, j'ai regretté d'avoir fait pour l'autre. J'ai regretté de m'être un peu forcée pour faire plaisir. J'ai regretté d'avoir accepté quand
un mec qui m'avait plu pendant longtemps, on avait enfin couché ensemble, il a un peu insisté pour que je lui fasse plaisir. Là, j'ai regretté. Et aujourd'hui, j'ai la solidité intérieure. Et je connais les chemins à l'intérieur pour plus me forcer à des choses comme ça. Et donc aujourd'hui, non. Ça fait longtemps que j'ai pas regretté dans ma sexualité. Est-ce qu'il y a eu des moments où je me suis dit oh tiens ça j'aurais aimé le faire différemment, j'ai pas pensé sur le moment, ou tiens là on s'est pas trop synchronisé, moi j'avais la tête ailleurs, lui aussi, bien sûr. Ça c'est pas la même chose parfait, que mais c'est pas la même chose que je me sens vide après, que je me sens salie. Qu'est-ce que tu dirais si t'as des enfants plus tard, sachant qu'en plus bon c'est toujours un peu difficile je trouve dans la position de parents de parler de sexualité, mais je me dis peut-être il y a des parents qui nous écoutent et qui vont être amenés à en parler à leurs enfants. Qu'est-ce que tu leur dirais qui te semble primordial, mais voilà, qui puisse être entendu de leur côté aussi, quoi. Qu'ils ont le droit de dire non. Et ça s'enseigne. J'en parle un peu dans... J'ai aussi écrit un petit livre, Mon corps m'appartient, intimité, respect, consentement, pour les enfants à partir de 7 ans. Et dedans, on parle de la manière dont on enseigne beaucoup aux enfants à être polis, à être gentils, à faire la bise à tonton, à partager ton jeu au bac à sable. Et c'est... Non, en fait, t'es pas obligé de. Ton non est valide. Si moi, j'ai envie de te faire un câlin et que toi, t'as pas envie, en fait, mon besoin de te faire un câlin prend pas précédent sur ton non. Je pense que c'est aussi ça. Enseigner le droit de dire non. Et je pense que j'utiliserai les vrais mots plutôt que foufoune, ta vulve. Il y a une manière dont on essaie d'éviter le sujet. Ouais, comme si c'était le mot interdit. Mais c'est ça. Et du coup, ça crée une honte, un tabou, un truc de « Ah bon, j'ai le droit de dire coude, mais j'ai pas le droit. Et là, pourquoi il n'y a pas de mots ?» Enfin, il y a tout un truc où... en fait, non, j'utiliserai les vrais mots. Ouais. Trop bien. Si tu pouvais recommander un livre et même le mettre entre toutes les mains des personnes qui nous écoutent, ce serait lequel ? J'ai plein de livres qui m'arrivent en tête, mais peut-être celui qui me vient peut-être le plus fort, c'est Le corps n'oublie rien de Bessel van der Kolk. Je ne sais pas si tu l'as lu. Non. C'est un livre sur le trauma et qui explique ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on a vécu de la violence, quand on a été traumatisé. Bessel van der Kolk, c'est vraiment un des spécialistes internationaux aujourd'hui sur le trauma. Son livre Le corps n'oublie rien a été un best-seller international et est vraiment très très puissant. Et je pense que tout le monde devrait lire ça. Et j'en profite pour placer le fait que nous avons reçu le docteur Naila Chidiak, qui est psychologue spécialiste des traumas. Et en effet, c'est hyper intéressant de comprendre le lien corps et esprit, finalement, qu'on est peu amené à vraiment connaître. Ouais. Parce que... Vas-y. Ouais, parce que aujourd'hui, on a beaucoup parlé de c'est normal de ne pas avoir du désir pour une sexualité qui ne nous convient pas. Mais là, on parle de si dans le présent, ça ne nous convient pas. Mais j'ai aussi beaucoup de personnes, je pense peut-être 80% des personnes que je reçois ont vécu de la violence sexuelle. Et du coup, peut-être que dans le présent, c'est OK, mais dans le passé, c'est pas OK. Et en fait, ce qu'elles vivent, c'est ce qu'on appelle des reviviscences traumatiques, où j'entends très souvent mon partenaire qui aujourd'hui me respecte, me touche, et en fait, je me rigidifie. J'ai de la panique qui arrive dans mon ventre, alors que je sais qu'il me forcera jamais. Là, on parle de mémoire traumatique qui se réactive. Et aujourd'hui, il y a des thérapies extrêmement efficaces qui vont prendre soin spécifiquement des parties du cerveau qui ont été traumatisées. Aujourd'hui, on sait que le trauma, c'est pas psychologique, c'est neurobiologique. Donc des thérapies comme moi j'utilise Mosaïque, c'est mouvement oculaire et stimulation alternée pour intégration cérébrale. Le MDR, l'ICV, l'intégration du cycle de la vie. Enfin, il y a vraiment des thérapies spécialisées où en quelques sessions, en fait, on peut traiter la mémoire traumatique. Et voilà, ce livre-là permet de comprendre, en fait, je ne suis pas folle, je suis juste traumatisée. Et il y a des choses que je peux faire pour guérir. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois ? Hier, en faisant l'amour avec mon partenaire, je me suis mis dans une position, parce que c'est mon corps qui l'a dicté, et je me suis dit, ah bah tiens, j'ai jamais fait ça de ma vie, j'y avais jamais même pensé. Incroyable. Je ne vais pas te dire la position, mais c'est vraiment... en fait, je découvre constamment des choses dans la sexualité. C'est une des choses que j'aime tellement, en ayant de la liberté dans mon corps et de la liberté dans notre couple. Et c'est aussi pour ça, et peut-être on va finir là-dessus,
On parle souvent de la routine dans la sexualité. Moi, je ne crois pas du tout à la routine. Quand quelqu'un me dit on est tombé dans la routine, moi, j'entends, je ne suis pas connectée à mon désir. Je n'écoute pas mon désir, je ne suis pas connectée à l'impulsion naturelle de mon corps. Parce qu'en fait, moi, mon corps, il fait constamment des choses différentes. Ça n'existe pas tout le temps la même chose. Oui, il y a des choses que je sais que j'aime et qui se répètent, mais en fait, c'est assez fréquent que je me retrouve dans une position où je n'avais même pas imaginé avant de me mettre. Mais juste parce que là, à l'instant, mes hanches, elles avaient envie d'être là, comme ça. Waouh, ouais, donc ça t'es arrivé à un niveau d'écoute de ton corps qui te dépasse presque, quoi. Mais en fait, c'est mon corps qui guide. Ouais. Et vraiment, j'aime que tu as dit tu es arrivé à, parce que je l'ai construit. J'ai pas toujours été comme ça. J'ai appris à développer cette sensibilité, à écouter mon corps. Et aujourd'hui, je l'enseigne aux autres parce que c'est tellement important et que ça change la vie. Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que tu aimerais entendre ? Peut-être Muriel Salmona, si tu ne l'as pas encore interviewée. Alors, du coup, on était justement sur la question du trauma. Elle, c'est la spécialiste en France de la violence sexuelle et elle a une association mémoire traumatique et victimologie, je crois, qui aide les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles et son travail est juste absolument exceptionnel et d'utilité publique. Trop chouette. J'ai regardé son travail. Et la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est si jamais demain tu devais vivre très très loin d'ici, où on ne peut plus avoir accès à tes livres, ils ont été effacés de la société, tu ne peux plus être en contact avec les gens que t'aimes, tu peux juste les être derrière toi, une petite feuille sur laquelle tu peux écrire les 3 enseignements les plus précieux que tu as appris au cours de ta vie. Qu'est-ce que t'écrirais ? C'est forte ta question. La première chose qui m'est venue, c'est « je vous aime », mais genre comme un mantra en fait. J'ai juste entendu ça. Enfin, quand mon père était mourant, il avait plus tout son cerveau. Et en fait, c'était la phrase qu'il disait tout le temps « je vous aime ». Et à tout le monde, que ce soit les infirmières qui prenaient soin de lui ou nous, c'était « je vous aime ». Et c'était beau. C'était vraiment cet amour inconditionnel de la vie qui est un choix. Ce serait la première chose. Ça me fait pleurer. Peut-être une deuxième chose, ça serait donc dans des enseignements que j'aurais envie de transmettre. Tu as le droit d'être toi. Et en fait, ce que tu es, c'est précieux. Si c'est différent, c'est chouette en fait. Je crois que le troisième, ce serait jouis. Jouis. Jouis de ton corps, jouis de la vie. Jouis pleinement. Et dans le mot jouir, c'est pas que l'orgasme. Il y a le mot joie dans l'étymologie. La jouissance, c'est la joie. J'aime beaucoup. Merci Margot. Merci à toi. Merci pour ton travail. Merci pour ton intelligence et ta bienveillance. J'espère que les générations qui arrivent grandiront avec des rôles modèles comme le tien, parce que je pense vraiment qu'on en a besoin pour réussir à construire des relations qu'on mérite en fait, tout simplement, des relations saines. Pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, sur ton travail, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? Ça peut être sur Instagram. Ouais. Sur mon compte Instagram, c'est juste mon nom, Margot Fried Filiosa. Elles peuvent y trouver tous mes liens. J'ai aussi mon site où il y a mes livres. En librairie. Alors, le livre, les 5 langages, il peut être trouvé en librairie. Les autres aussi, il y en a pour les ados, pour les enfants. Trop chouette. Voilà. Je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Super. Et je te dis à très vite. À très vite, merci.